et que les agriculteurs connaissent difficilement. Est-ce qu'on pourrait se passer d'une agriculture forte avec notamment l'importation? C'est déjà le cas d'ailleurs pour pas mal de produits en France. Moi, je ne pense pas, parce que l'agriculture est à la fois un objectif stratégique pour la France et c'est également un objectif civilisationnel en termes d'art de vie à la française. L'agriculture, c'est une grande part de notre identité. C'est ce qui nous fait rayonner dans le monde entier, c'est ce qui provoque un certain modèle de vie un modèle de vie à la française. Et puis, c'est un plan stratégique aussi. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, que désormais, la question de l'agriculture est un objet stratégique. C'est-à-dire que des pays se battent et provoquent des guerres sur des questions agricoles, se battent pour des terres, qui sont fertiles, se battent pour certaines alimentations, etc. Et on l'a vu notamment avec la guerre en Ukraine sur le fait que notamment ça a un impact sur notre modèle de vie en termes d'économie pour l'ensemble de la population. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là qu'il faut les sauver. Il y a deux sujets. Il y a un sujet national et il y a un sujet international. C'est-à-dire que les agriculteurs français, il y a des problèmes de stratégie, on l'a abordé, et surtout il y a un problème de renouvellement de stock et d'évocation. Ça veut dire que vous avez une grande partie de la population agricole qui est très âgée, et il y a plus de 55% de la population agricole qui ont trouvé que 30% de repreneurs. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jonathan, vraisemblablement, on va perdre en termes de population si par cas on ne suscite pas d'évocation. Mais si par cas vous suscitez une stratégie, vous dites que ce domaine agricole est très important, vous aurez des gens qui se diront, tiens, comme c'est intéressant, comme la France met un grand paquet dessus, des gens vont se diriger vers ce qu'ils appellent un chemin porteur. Et il y a un sujet international et européen. C'est-à-dire que vous avez un problème de concurrence. Si par cas on décrète que l'agriculture est un enjeu stratégique pour la France et pour l'Europe, et dans ce cas-là, il faut nourrir toute la population française, européenne, voire même africaine. Est-ce qu'on ne se dit pas qu'il faut faire du protectionnisme au niveau européen en demandant aux Chinois, aux Américains du Sud de dire si par cas vous voulez rentrer sur le marché européen, il faut adapter les mêmes clauses environnementales, sociales que les producteurs français et européens. Et dans ce cas-là, vous protégerez le monde agricole français et européen et ça nous permet à la fois d'exporter notre modèle de vie à la rigueur vers l'Afrique et vers certaines zones du monde pour faire rayonner le modèle civilisationnel européen. Cela voudrait dire, François Pupponi, les hôpitaux, parce qu'il y a des services entiers aussi qui ferment à cause de ce manque d'infirmiers. Et pour autant, en matière de formation, pour susciter des vocations, on n'y arrive pas. C'est ce que l'on constate. Ce qui s'est passé, ce qui a été accentué par la crise sanitaire, c'est que vous n'avez pas les mêmes générations, avec les générations plus jeunes, ce qu'on appelle la génération Z, et les anciennes générations. Avant, il était normal de faire un même métier pendant 30-40 ans. Là, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout maintenant, les jeunes, et moi je l'ai dans mon équipe, essaient de concilier l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Avant, quand vous réussissiez votre professionnel, vous réussissiez dans la vie. Là, maintenant, il faut réussir beaucoup plus d'objectifs, et donc c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je pense qu'il y a un deuxième point, par contre, qui est beaucoup plus essentiel, c'est comment recréer de la vocation, à la fois dans la plupart des secteurs où on a à peu près le même sujet. Infirmières, éducation, etc., policiers, auxquels on a une baisse de recrutement. Il y a deux points essentiels. Il y a le point matériel et il y a le point immatériel. Sur le point matériel, la France dépense un montant faramineux dans les dépenses de santé. Et on se pose toujours la même question, on dépense à peu près le même niveau de dépenses publiques par habitant que l'Allemagne. Pourtant, nos médecins sont moins bien payés, nos infirmières sont moins bien payées, et tout le personnel soignant est moins bien payé. Donc se pose la question, où est-ce que va l'argent des Français? Alors qu'on dépense 15% de notre PIB sur les dépenses de santé. Donc l'argent part bien quelque part. Comment ça se fait que l'Allemagne, qui dépense exactement le même montant, rémunère mieux ses médecins, ses infirmières, etc. Donc il y a un point, c'est est-ce qu'on va réussir à s'attaquer à la technostructure de la santé pour virer tout ce qui est dépenses de structure, dépenses des ARS, etc., qui ne servent à rien du tout. Il y a un deuxième point, c'est la quête immatérielle. C'est-à-dire que ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi est-ce que ces gens font ce métier-là. S'ils se sont engagés dans ces métiers-là, quand ils étaient au lycée sur Parcoursup, etc., c'est qu'ils avaient une vocation. Est-ce qu'en faisant ce type de métier, ils réussissent à accomplir ou pas leur vocation? Effectivement, il y aura des problèmes d'aménagement. Mais à long terme, ce qu'il faut expliquer à ces gens-là, et donc revoir certaines modalités, c'est qu'en faisant ce type de métier, ils réussiront leur vocation. Il y a des débuts qui vont être plus difficiles qu'au milieu du parcours ou à la fin du parcours. Mais ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est leur donner une perspective et un signe d'espoir. Il n'y a pas la contrainte qui marchera tout le temps. De toute façon, c'est pareil sur les questions des grands distributeurs, etc. C'est toujours le même sujet. C'est toujours l'incitation qui fonctionne. Donc, il faut leur donner envie de vouloir continuer dessus. On ne va pas les forcer à le faire. On va leur dire que si par cas vous restez, vous aurez des conditions d'aménagement et on peut revoir certaines choses. Est-ce qu'il ne faut pas les mettre en apprentissage? Par exemple, à l'ENA, c'est ce qu'ils font. Ça veut dire qu'une partie de leur scolarité le font dans les milieux professionnels. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas le transformer comme ça et revoir? Apparemment, la formation, c'est la formation qui est remise en question. C'est leur formation qui est remise en question. Ils marche pas. En action directe. Oui, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que de toute façon, à court terme, on n'y arrivera pas. Ça prendra 5 à 10 ans à avoir des effets de toute réforme. C'est peut-être pour les Français qui regardent. Si le président ne s'était pas rendu au Salon de l'Agriculture, ça aurait posé un problème, William T. Moi, je ne sais pas si ça lui rapporte des points, mais en tout cas, s'il n'y va pas, ça lui en coûterait beaucoup. Voilà. Je pense que de toute façon, en plus, par rapport à son image et par rapport à ce qu'il incarne, notamment depuis son premier quinquennat, il y a à peu près les mêmes critiques qui lui sont reprochées. C'est-à-dire c'est la France des métropoles, la France d'en haut, la France des élites, etc. Et si par cas, il ne se rendait pas
auprès de ce qui représente l'imaginaire collectif de la France rurale, ça lui aurait été reproché. Ensuite, après, le point, c'est d'y aller, mais y aller pour faire quoi? C'est ça le point essentiel. Est-ce qu'il y va pour défendre la réforme des retraites? Est-ce que c'est le prolongement de son déplacement de Rungis pour parler à la France du travail? Ou quel est son objectif en fait politique? Plan de sobriété sur l'eau. C'est ce qu'il a annoncé. Il a annoncé qu'il souhaitait un plan de sobriété sur l'eau. Sur l'eau, mais faire des économies d'eau. Tout le monde doit y participer. Et votre journaliste Florent Tardif en a parlé. Il a parlé de l'eau. Il a parlé de la guerre en Ukraine. Il a parlé de la sécheresse. Il a parlé des problèmes du monde agricole. Il a parlé des problèmes d'inflation. Et au final, qu'est-ce qui restera de cette séquence, hormis du fait qu'il s'est exprimé sur tout, pour au final ne rien dire du tout? Ce sont les huées qui vont rester. Ça va être les huées, ça va être la prochaine séquence, la ça va être les reproches avec les activités écologistes. Et au final, c'est ça qui se pose comme question à Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, autant pendant le premier quinquennat, il avait une maîtrise complète de son agenda de communication, il s'était appelé le autoproclamé Jupiter, le maître des horloges. Là, depuis le second quinquennat, et depuis l'arrivée de Borne à Matignon, il ne contrôle plus rien. Il subit davantage qu'il ne contrôle l'espace médiatique et l'espace du temps politique. Et je pense que le problème pour lui, et c'est ce qui se passe pour la réforme des retraites, c'est qu'il n'a plus la maîtrise des événements et en fait il subit tout. Et quand vous êtes en défensive, vous perdez tout le temps. Jonathan Sicsou, stérile, absolument. William T. Oui, moi je pense que c'est stérile. Il y a une image qu'on a évoquée précédemment et c'est ce qu'il aurait dû lui dire. Il aurait dû lui dire casse-toi pauvre con, tout simplement. Tout, bien sûr. Et je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi parce que la réponse de ce monsieur et comme de ses autres confrères, c'est de dire à quoi tu sers. Est-ce qu'on peut leur retourner la question à quoi ils servent? Hormis pourrir la vie des automobilistes, hormis pourrir la vie des Français, conduire à notre déclin en termes de souveraineté énergétique, conduire à abandonner le nucléaire, etc. À quoi ces gens-là servent? La question se pose. Président de la République, on peut être pour ou contre, mais on peut estimer qu'il sert à quelque chose ou pas. Est-ce que ces activistes servent à quelque chose? S'ils veulent vraiment aller manifester pour aller défendre la planète, etc., ils ont qu'à aller en Chine. Xi Jinping est quelqu'un de très sympathique. Emmanuel Macron y va, il a qu'à les embarquer avec eux. Ils auront manifesté devant la cité interdite et à Tiananmen, ils verront ce qui leur arrive. Ils ont qu'à aller manifester aux États-Unis, ils ont qu'à aller manifester en Inde. La France représente 1% des émissions de gaz à effet de serre. Pensez vraiment que c'est Emmanuel Macron tout seul qui va régler les problèmes d'écologie dans le monde? Non, ils ont d'autant qu'ils tentent de le faire. Et ensuite, après, avec la COP notamment. Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? C'est-à-dire qu'ils pourrissent et ils culpabilisent la vie des Français, des automobilistes. Ils ont fait porter, on a parlé tout à l'heure de toutes les contraintes qu'ils ont posées sur le monde agricole. Et est-ce que c'est pas cette certaine gauche-là, radicale et écologiste, qui ont conduit les pouvoirs publics à prendre certaines mesures en termes de normes au niveau de la France, au niveau de l'Union européenne? Est-ce que c'est pas eux qui nous ont obligés à prendre certains types de mesures qui aujourd'hui pourrissent le monde agricole, pourrissent la vie des automobilistes et aujourd'hui nous conduisent à notre déclin, qui nous ont conduit à perdre notre partie nucléaire parce qu'ils ont conduit François Hollande à prendre l'accord sur Fessenheim? Et je pense que ces gens-là ont davantage de responsabilité sur notre déclin que parfois les pouvoirs publics et les présidents de la République. Comme cela arrive, des bagarres, comme c'est arrivé depuis toujours, on ne pense pas forcément... On pense à sa survie, on ne pense pas forcément à savoir si on risque quelque chose parce qu'on va se défendre, vous voyez, et que la police va intervenir. Les codes du code civil et du code pénal pour savoir si on rentre parfaitement dans les cas de légitime défense. Non, je pense qu'il y a un point essentiel. Le premier, c'est est-ce qu'il n'y a pas une inversion entre la victime et en fait le présumé délinquant? C'est toujours le point. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se contente de toujours prendre le parti, notamment des juges, de prendre le parti du délinquant. Et donc du coup, le délinquant a tous les droits, etc. Et forcément, qui force est de constater est victime lui aussi, puisqu'il est mort. Oui, il est mort désormais, mais malheureusement pour lui. Mais pour autant, il ne serait pas s'il n'avait pas piqué le sac. C'est pas autant, c'est lui qui a initié la chose. Et donc en fait, qu'importe en fait, moi je pense que la victime qui s'est fait voler son sac et comme ça en cas de situation de légitime défense ou pas. Dans tous les cas, il faut que nous, on prévoit les moyens pour faire en sorte que la légitime défense soit étendue pour qu'à minima, il y ait des conditions de circonstances atténuantes lorsque vous vous défendez. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Si par cas, vous vous dites qu'il n'y a pas d'équilibre actuellement et que c'est davantage les victimes qui sont inquiétées par la justice que les délinquants, dans ce cas-là, il faut rééquilibrer l'équilibre de la justice en faveur des victimes. Et si par cas vous le faites, c'est-à-dire qu'il faut revoir tout notre code civil et tout notre arsenal pour aller dans ce sens-là. Il faut que les juges changent de doctrine et changent de jurisprudence. Il faut également que toutes les peines et tous les codes soient calibrés par rapport à cette évolution de la société. Dans la mesure où vous avez une société de plus en plus violente et de plus en plus radicale, la police ne pourrait pas être présente à tous les coins de rue. Donc il est vraisemblable qu'il y ait des cas comme ça qui se reproduisent de plus en plus souvent parce que les gens en ont marre de se faire agresser et parfois, et c'est plus fort que tout le monde a besoin d'envie de se défendre pour ne pas se laisser faire et continuer à rentrer chez soi la peur dans le ventre, etc. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Et si par cas on se dirige vers ça, il faut faire évoluer notre législation en rapport avec l'évolution de la société. On continuera à en débattre, on va de l'agriculture française, ça a ses limites. Moi je pense pas. Non ? Je pense pas, je veux dire pourquoi. Moi je pense que de toute façon, il faut regarder comment se développe le monde. Les États-Unis veulent être autodépendants, quasiment en situation d'autarcique, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants énergétiquement, ils sont indépendants agricolement, et la Chine fait pareil. Donc les grands empires et les grandes nations font pareil. Si tout le monde fait ça, toutes les grandes puissances font ça, pourquoi est-ce que nous on ne le ferait pas ?
Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'alimentaire devient une question de guerre. Ça veut dire que des pays africains ne soutiennent pas l'Europe et l'Ukraine parce qu'ils ont besoin de Poutine, notamment d'un point de vue agricole. Donc on sait que l'Afrique aura des problèmes agricoles en raison des changements climatiques, etc. Donc ce sera un continent à fournir. Il faudra fournir le continent européen aussi. Est-ce que notre objectif, c'est pas double ? C'est à la fois une production de masse et une production de qualité en fonction de certains publics. Production de qualité en fonction de notre public et ceux qui peuvent se le payer, et également une production de masse pour nourrir les continents que j'ai ciblés. Et si par cas vous avez cet objectif-là, vous dites que l'alimentaire, c'est une notion indispensable et c'est un outil stratégique à la fois en termes de diplomatique. Dans ce cas-là, vous mettez les moyens qui sont nécessaires. Et une fois que vous avez dit que le moyen était stratégique, l'argent ne compte pas. Vous n'avez pas un problème d'argent. Si par cas vous dites que les autres productions sont moins chères que les nôtres, vous avez des barrières douanières pour faire en sorte que les autres productions reviennent aussi chères. Le consommateur final paye plus cher. Oui, mais le consommateur, oui, mais vous pouvez faire en sorte que ça coûte moins cher. Parce qu'actuellement, ça coûte plus cher pour raison des charges fiscales, des normes, etc. Donc, vous pouvez baisser le prix. En plus, si par cas, ils produisent davantage, le prix baissera parce qu'il y aura davantage de produits en circulation. Dans ce cas-là, il faut adapter une stratégie qui est globale. Oui. Si par cas, vous dites que c'est un objectif qui est global, moi, je pense qu'il faut faire ça parce que sinon, on est mis sous la pression des Russes et des autres pays qui, de toute façon, nous feront payer un jour plus cher, comme c'est toujours le cas. Et donc, soit on a le choix, soit on maîtrise notre destin, soit on subit davantage le destin dicté par les autres. Moi, quand je suis français, je préfère dicter mon propre destin plutôt que me faire dicter par des Russes ou des Chinois. Mais avec tout politique de la peur, donc William T, dans le cadre donc de ce projet de construction d'un centre de migrants. Là, vous venez de faire gagner 1 million de voix au Rassemblement national en une séquence. Non, mais de toute façon, avec des gens comme ça, tant que vous ne comprenez pas l'évolution de la réalité, vous aurez un Rassemblement national à 30% qui seront tous les temps au second tour de l'élection présidentielle. Surtout Ariel Halimi, c'est un expert. Surtout lui. Surtout lui. C'est un peu l'évolution des SOS Racisme. Depuis la création des SOS Racisme, le Rassemblement national a évolué en nombre de voix de façon positive. Non, je pense que le point essentiel, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces populations-là. Il faut distinguer deux types de populations. Les migrants et ceux qui sont immigrés illégaux. Et moi, je pense que le sujet essentiel, c'est que la France a perdu le contrôle de sa politique migratoire, c'est-à-dire qu'on subit davantage d'immigration qu'on la contrôle. Parce qu'on n'a pas défini qu'est-ce qu'on voulait accueillir et qui on ne voulait pas accueillir. On n'a pas défini qu'est-ce qui était le bienvenu sur notre territoire et auquel on n'en voulait pas, de toute façon. Et des personnes auxquelles, de toute façon, on n'en veut pas parce qu'ils ne sont pas intégrables économiquement, socialement et culturellement chez nous. Et donc, des migrants qui viennent. Moi, je pense qu'il faut partir sur un changement d'idée. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent sur le territoire français et qui ne respectent pas la règle n'ont pas le droit à des papiers et à aucune naturalisation possible jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça. Comme ça, on n'aura plus de camps de Calais, on n'aura plus de camps de migrants, etc. Et ensuite, pour ceux qui veulent venir en France, deux solutions. Vous déposez une demande d'admission sur le territoire français dans votre pays, au sein de l'ambassade de France ou au sein du consulat. Et si par cas votre pays est en guerre, vous allez dans le pays le plus proche pour déposer une demande. Et si par cas vous ne respectez pas ça et que vous venez quand même sur le territoire français, vous avez le droit à aucun droit. Et comme ça, vous n'avez plus de camps de migrants, etc. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Parce que de toute façon, les vagues migratoires qui vont venir seront pires que celles que nous avons connues dans les années 2010. La population africaine va doubler dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. C'est des populations qui sont jeunes, qui vont faire face au réchauffement climatique, aux attaques sur la biodiversité, aux guerres des territoires, aux guerres entre gangs, etc., au développement du terrorisme. Donc il y aura des mouvements de population énormes. Et nous, est-ce qu'on veut voir des camps de Calais, des camps de migrants et des débats éternels sur quelle ville accueille, quelle ville accueille pas, etc. Notre point essentiel, c'est celui-ci. Si par cas, votre pays est attaqué, la France accueillera toutes les personnes qui sont attaquées. Mais dans ce cas-là, avec nos règles, nos fonctionnements, et si par cas vous ne les respectez pas, restez chez vous. Parce que la France est certes un droit, mais ça implique aussi des devoirs. Un tout dernier, on peut travailler plus longtemps, et en plus en bonne santé. Non, mais il y a plein d'éléments moi, je trouve intéressants dans le reportage que vous avez fait. C'est que l'expérience de vie augmente. Et surtout, la France, malgré l'âge de départ qui est le plus bas de tous les pays de l'Union européenne, n'est qu'à la 10e place. C'est-à-dire que l'argument qui est tenu actuellement par Mélenchon, Martinez, etc., c'est de dire si par cas on part tôt, on augmente l'expérience de vie, mais c'est pas exactement exact parce que les pays qui sont placés devant nous partent à la retraite beaucoup plus longtemps que nous. Et donc c'est un point essentiel notamment. Ça c'est le premier point que je vois. Le deuxième point que je vois, c'est la question que Macron doit aborder. C'est que quand vous faites les calculs, parce que à chaque fois les arguments c'est ça, c'est un droit à la retraite. Mais si vous faites les calculs, vous travaillez 43 ans. Chaque année, vous cotisez un mois de salaire parce que vous avez 10 à 15% de cotisation. C'est-à-dire qu'au bout de vos 43 années, vous avez cotisé 43 mois. Comment expliquer que sur 43 mois de cotisation, vous vivez 15 ans à la retraite? C'est pas possible. Donc tout le monde sait que le système de retraite par répartition est en faillite. Il faut qu'il explique concrètement pourquoi est-ce qu'il est en faillite. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'économie?